Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir aussi nombreuses avec nous. Je vous propose d'attendre encore une petite minute avant de commencer, en attendant les derniers retardataires. Et puis, on aura une super discussion sur les réformes du regulatory reporting à venir. Du coup, j'ai profité de ces petits moments pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les chats qui est en bas à droite et nous prendrons compte de toutes ces questions et reviendrons vers vous rapidement afin de vous donner réponse. Donc, c'est possible que je répète ça après pour être sûr que tout le monde l'a bien entendu. Je vois qu'on a encore des personnes qui arrivent. Bon, je vous propose de commencer. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous savoir joindre aujourd'hui pour cette passionnante voyage autour des nouvelles évolutions de la réglementation du reporting. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Je vois qu'il a déjà des commentaires. Je parle trop vite. Non. OK. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Donc, je m'appelle Bettina Vaccaro-Carbonnet et je suis en charge de la recherche du marché pour un partie de nos offres. Et j'ai fait partie d'une équipe d'expertise dont la mission est d'être à vos côtés pour rendre les reporting réglementaires aussi simples que possible. Aujourd'hui, nous vous donnerons un aperçu de l'avenir et, la discussion d'aujourd'hui portera sur deux projets qui vont changer notre façon de voir les reporting réglementaires, IREF et BERD. Donc, comme je vous ai dit au début, mais je vois qu'on a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les petits chats en bas à droite et nous reviendrons aussi rapidement que possible avec les réponses. Donc, si on va à la prochaine slide, je vais pouvoir vous présenter les super panels des personnes que nous avons avec nous aujourd'hui pour vous parler de ce thème. Donc, tout d'abord, nous avons Jean-Marc Hiller, qui est un expert senior sur les affaires bancaires à la Société Générale depuis 11 ans. Ensuite, on a aussi Anish Shah, qui est le directeur de la recherche senior chez Chartis Research, et son objectif est de diriger et développer les offres dans l'espace core banking et RegTech. Et enfin, je suis ravie de vous introduire à mes collègues de Sopra Banking Software, donc certains de vous connaissent sûrement, Julien Demont et Amsa Kufaj, qui sont partis de l'équipe de Solution Offering et sont tous les deux chefs de produits de notre solution reporting réglementaire. Maintenant, je vous raconte un peu plus qu'est-ce qu'on va parler. Pour commencer, Anish nous donnera un vue d'ensemble des marchés reporting réglementaire aujourd'hui et comment il va se présenter dans l'avenir avec ses défis. Ensuite, Julien nous rappellera le projet de la VCE appelé IREF pour être suivi par AMSA qui va nous résumer les résultats d'une enquête lancée par la VCE en 2021. Après quoi, notre invité spécial, Jean-Marc Hiller, commentera les travaux préliminaires que la Société Générale effectue pour l'IREF. Pour conclure, Julien va reprendre la parole sur les éléments technologiques que sa réforme va engager. Avant de commencer, nous tenions à vous rappeler que nous avons déjà organisé deux événements numériques l'année dernière, en juillet et en octobre, sur ce qui se passera dans quelques années avec l'émergence des IREF du côté de la VCE et des IRES du côté de l'AAV. J'invite ceux qui n'ont pas pu assister au précédent webinaire de nous contacter et je serai plus qu'heureuse de vous partager les liens de rediffusion. Commençons par les premiers points du jour. On avance. Nous savons tous que depuis la retombée de 2008, le modèle de reporting réglementaire est devenu plus complexe. Je vous laisse avec ma collègue Erika qui va parler du marché du reporting réglementaire dans le monde d'aujourd'hui avec Anisha Deschartis. How do you see the regulatory reporting market in today's world?
Is it just a finance or a risk function within a given financial institution? I think that's a very good question to begin with, discussion today. So the regulatory reporting landscape has changed significantly if we look over the past couple of decades, especially following the 2008, financial crisis. The volume and the complexity of the financial regulations have increased significantly, putting pressure on financial institutions to monitor and report a range of complex exposures and comply with several different regulatory requirements. Reg reporting has evolved as a convergence area between risk, finance, treasury, credit, accounting, and compliance departments within any given financial institution. That's what the market has seen. It has expanded from the traditional model where the firms reported their balance sheet and the income statements to the regulators. It's now becoming more and more complex, incorporating the request for more regulatory calculations, especially we have seen with the Basel world, how the capital adequacy, the liquidity ratios, and other sort of operational risk, climate risk sort of in complex calculation plays a role in it. A more granular level of reporting that has been noticed, especially in the European market, with the regulations like ANA-credit, security holding statistics is the other one, and again, the entire European framework of reporting is going to move towards more and more sort of granular level of reporting. Uh, the third important thing I feel the data which the regulators they require on a real-time basis, especially we have seen it with the transaction reporting. The upcoming regulations like SFTR, I think they play a key role. And some industry-wide regulatory initiatives such as BIRD, which has been rolled out by the European Central Bank. What challenges in terms of regulatory reporting financial institutions and banks face nowadays? I think that's the most important question. I think normally we get asked for, or the institutions, for example, when they are deciding their risk and finance sort of architectures around regulatory reporting. I think that's the first and the foremost question. So, as regulators continue to change their reporting guidance, financial institutions face tough challenges in meeting their requirements. That's the important thing to note here. So at Chartis, our view of the key issues and challenges involved with regulatory reporting are classified into the following categories. The first one being the volume and the pace of the regulatory change. As the number and the frequency of reports required by regulators increases, the firms face a constant battle to meet strict reporting submission deadlines. I think that's the foremost kind of a challenge with the market is facing with the continuous sort of evolving regulations. The next one is around the regulatory data. Sourcing the regulatory data, especially the granular level data and external data, for example, relevant to climate risk, to market risk, etc., is still very, very challenging for the financial institutions. So I think that is again seen as a big kind of a challenge in the market. The end-to-end sort of managing the process around data management. So if we look at the regulatory reporting market, I think data management plays a significant role on how the entire sort of reporting is driven. So to perform the regulatory calculations and then generate the last mile regulatory reports still remains a big challenge. Particularly for a bank which operates into multiple jurisdictions and have obligations to comply with multiple reporting requirements. So data management within the reg reporting segment is a key sort of a issue or a challenge which the market is facing, followed by the governance and controls. So within the end-to-end sort of regulatory reporting process, to ensure the data reported to the regulators are accurate, they are tracked back to the source and have a complete data lineage in place. Complying with the norms or the rules around BCBS 239 and various others, I think that governance and controls is still an important aspect within the reg reporting world. Uh,
The next one is the staff required to manage and meet the regulatory reporting obligations. So firms are pulling back resources from various areas within the business, including but not limited to IT, risk, finance, and compliance. Those resources could be permanent, those could be on contractual basis, but they need resources and staff to manage the end-to-end sort of reg reporting process. So I think that's the important bit to notice here. Finally, the legacy systems in which the financial institution had invested years back has created a messed up spaghetti within the reg reporting sort of technical architecture. They are not easy to be changed or replaced. Limited resources together with the legacy systems and the processes that cannot be modified easily makes the end-to-end sort of regulatory process, reporting process a big challenge for the financial institutions. Why do the regulators aim to analyze increasingly raw and granular data? And to what extent will it change tomorrow's regulatory reporting? As regulatory authorities now require much more granular and standardized data, with regulations like ANA-credit, securities, holding statistic, SHS, firms needs to manage vast amount of data. Standardization across the board is also required to make these massive volumes of data transparent and easily understood and analyzed. An emphasis on granularity ensures higher quality and more consistent data. Currently, most firms are still having challenges to meet these regulatory demands in an efficient and cost-effective way. Although this is partly because firms must meet a wide range of regulatory deadlines, many of the problems arise from varying data sources, lack of data availability in many instances, and then the poor quality of data. In addition to moving towards a more granular level of reporting to regulators, financial institutions have started to adopt standardized data models and data management processes driven by the requirement for interconnected data sources for regulatory reporting. So I think the way we see the market, I think in the long run, the data are getting more and more interconnected across the different regulations or different reporting obligations. The granular level will ensure, that the standardized industry-wide data models come into play over a period of year, which technically makes the reg reporting sort of, framework much easier and standardize across the geographies. How do you see the future of reg reporting evolving? I think again at Chartis Research, we have our ongoing research going around the reg reporting sort of market. We expect several changes to the reg reporting framework and the market in the coming years. The first being on the data management, the simplification in the data management cycle. The main focus for the financial institutions will still remain data, the golden source of data, a standardized data model which they need in place to basically meet and cater for different reporting obligations. Uh, Associated to data management is a subsegment on data validation. So uh, earlier data validation in the entire sort of reporting cycle ensures better quality and quality of regulatory data and like emerging technologies. It has its own use cases around data validation. So if being applied properly, I think you can earlier in the entire cycle go and detect the issues relating to the sourcing of the data. New risk and finance data strategies. The focus will be on developing and implementing risk and finance data warehouse and data lakes, where we'll have dedicated sort of data sets to cover various types of regulatory reporting requirements. Again, those could be based on different jurisdiction, different countries, based on different sort of individual regulations. So, but in a nutshell, we'll see risk and finance sort of a architecture coming up. uh, I think again the market has started noticing, but in the future we'll see more cloud adoption that would be clubbed with managed services and a model moving towards reg reporting as a service. I think that that's going to be the future trend. We discussed granular level of reporting. So in future there will be more
global consolidation of data models and regulatory standards, and a clear move towards more sort of granular level reporting model. More real-time capabilities around data reporting. Data will be accessed by the regulators on a real-time basis, enabling them to conduct compliance checks and audit in real time. So that's going to be a trend in the future, which has started now as well. Increased adoption to RegTech technologies. I think we have discussed this. So technologies such as artificial intelligence, machine learning, cloud computing, RPA, big data analytics will be increasingly integrated within the reg reporting framework. And more emerging risk related reporting. So today we are observing, the CFOs, the CROs, the chief compliance officers, along with their respective teams. They've started focusing more on identifying the emerging risk and the associated reporting. For example, ESG is one of them, and stress testing. So I think those are the areas which are going to shape up in the future, and those will be the trends in the coming years in the reg reporting market. What is your view of regulatory reporting as a service? Is it getting adopted globally and across different tiers of banks? So reg reporting as a service, I think basically helps the firms to centralize their reporting processes. It uses a standardized data model, creates a common technology platform where all the regulations are kept and maintained in a centralized location, mostly on the cloud. And I think that framework as a service shares the cost of the system, resulting in lower risk and savings on technology and the resource cost. Such model can also help financial institutions gain actionable insights by enabling them to collect the data they require while also managing and monitoring the entire reporting value chain. The concept of reg reporting as a service started getting more popular in the mid to lower end of the market of different financial institutions, and is now increasingly getting popular at the top end of the market as well globally. So I think in future we'll see reg reporting as a service kind of a model being accepted and implemented across the globe and across the different tiers of the banks as well. Could you provide your view on IREF and BERD initiatives in the European regulatory reporting space? Also, it would be good to know the key advantages and challenges around the BERD and IREF initiatives. So I think BERD and IREF, I think those are the buzzwords again in the regulatory reporting market since past few years now. So I think let's go one by one. So first we talk about BERD. So BERD is basically Banks Integrated Reporting Dictionary. I think the main aim is to create common definitions for reg reporting, describe the data to be extracted from the bank's internal systems, whether it be your core banking system, whether it be your general ledger system, whether it be your front office risk system. So it basically describes the data which needs to be extracted. It also sets out the transformation rules to be applied so the banks can organize their internal data appropriately and in a structured way. And it also standardized banks reporting process to national and European authorities. So that's the high level sort of aim, if you would like, around the BERD. Now coming to IREF, which is the integrated reporting framework, I think on the other side, it sets out an integrated reporting scheme for banks that can be applied across Europe, simplify the reporting process by ensuring that data collection occurs only once via an integrated scheme that the European authorities can then use to generate specific analysis and reports thereon. And then basically the last part is to reduce the ad hoc data request, which normally comes in from the regulators quite often. Although BERD will be optional, it will help to harmonize regulatory reporting by standardizing input data. Implementing both BERD and IREF together will make sense for most financial institutions, especially those with international operations. The key advantages include efficiency in data management. Various reports can be generated from a single input layer by applying the standardized rules. This will make data consistent,
the quality of the data would improve over a period of time, and the reporting burden for the financial institutions will be reduced. Firms will have a better understanding of what the data includes and how it is produced, making the overall data management process more efficient. There would be definitely some uniformity in the regulatory rules by adopting this sort of initiatives. There will be more clarity around regulatory rules at the point when the firms they analyze and implement them, improving the firm's overall compliance process. In the long term, there would be reduction in time and cost. Although the firms will incur cost in the short term, over a time, BIRD should reduce the cost and effort involved in analyzing and complying with the newer reporting requirements. But often with the advantages, the challenges are associated. So what are the key challenges while implementing BIRD and IREF? Those are mainly interrelated. Cost, effort, and then resources are the three ones. So for many financial institutions, the biggest challenge of the transition to the new framework is going to be the cost involved. The parallel sort of reporting framework will still exist. Parallel reports will have to be submitted during the transition period, multiplying the effort required. So I think effort is going to be required. It's going to be possibly doubled during the transition period. And then finally, in order to manage the end-to-end sort of a process, having trained resources who understands the actual BIRD and the IREF frameworks and can manage parallel report submission sort of process during the transition period is going to be a big challenge for technically every financial institution. So I think I would sum up saying that cost, effort, again, limited resources are going to play a key challenge while implementing those frameworks in the industry. Merci Anish, merci Erika pour cette super intéressante discussion. Avant d'aller plus loin, je vous propose de passer un peu de temps sur IREF. Julien, est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur les projets IREF de l'ABC? Oui, bien sûr, Bettina, je vais m'efforcer en moins de 5 minutes de vous faire un condensé d'IREF. Alors, en quelques mots, c'est le premier reporting intégré, c'est-à-dire qui se veut au plus proche du système d'information des établissements. Les principes sont les suivants: une application directe avec la disparition des transpositions nationales qui sont souvent à l'origine des disparités, un dictionnaire unique qui repose sur le Single Dictionary de la BCE, associé à une forte granularité des données au niveau contrat, instrument ou contrepartie selon les domaines métiers, et la possibilité pour les banques nationales de gérer les extensions via le même framework. Les assujettis sont principalement ce que la BCE nomme les Deposit Taking Corporation, c'est-à-dire en résumé les établissements de crédit et assimilés, ainsi que les établissements recevant des dépôts de la clientèle. La Banque de France, pour votre information, y intègre également les sociétés de financement. Le périmètre initial est le suivant. La BCE va d'abord se concentrer sur les statistiques Anacrédit et SHS, sur les titres, les statistiques monétaires BSI et les taux d'intérêt MIR, ainsi que la balance des paiements. Sachant que ces statistiques font aujourd'hui l'objet de reporting disjoints, qui pour autant se recoupent au niveau de certaines exigences, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Le reporting de demain tel que nous le percevons, c'est tout d'abord le maintien de reporting de synthèse, toujours exigé, car il nécessite des recoupements avec la comptabilité, qu'elle soit sociale ou consolidée en normes IFRS. Par contre, certainement, ces reportings seront moins nombreux qu'aujourd'hui. Cela permettrait par ailleurs aux banques nationales de conserver et de poursuivre leur enquête spécifique. Et d'un autre côté, le reporting IREF harmonisé qui repose sur une modélisation ERM, c'est-à-dire tel que matérialisé sur ce schéma, des relations contrepartie-instrument. La BCE s'interroge également sur l'opportunité pour certaines données de collecter des événements, par exemple les tombées de dividendes sur les actions. Une des autres évolutions importantes d'IREF concerne les schémas dérogatoires mettant en œuvre le principe de proportionnalité, dont le principe est d'avoir une exigence de reporting proportionnelle à la taille de l'établissement.
La question est ici d'identifier l'incidence des dérogations sur la granularité du reporting, sa complétude et sa périodicité. Des points d'attention vont demeurer. Le fait que les standards techniques aujourd'hui ne sont pas encore choisis et qu'ils seront importants notamment pour les éditeurs de solutions. Des incertitudes qui mènent à la crainte d'avoir un reporting à deux vitesses, avec d'un côté de la synthèse qui demande une phase de préparation a priori plus importante que de l'autre côté les reportings granulaires qui seront exigés. Une autre question aussi sera comment seront réellement traitées les spécificités nationales. Est-ce qu'on seront vraiment intégrés dans le framework? Quel sera le système de collecte? Va-t-on vers une plateforme centrale qui faciliterait notamment les échanges? Quel sera le lien également avec le prudentiel et la résolution dans la mesure où l'EBA est en train de travailler également sur son reporting intégré qu'elle appelle IRS? Et enfin, quel sera le niveau de responsabilité des acteurs dans ce nouveau monde, ne serait-ce qu'entre les déclarants et les régulateurs nationaux, mais également entre les régulateurs nationaux et les banques centrales européennes. Enfin, le planning voulu par la BCE positionne une production des reporting IRF en 2027, ce qui implique une phase de parallel run entre la date de publication du règlement ciblée fin 2024. Et d'ici là, on peut espérer un draft l'année prochaine et des consultations études dans l'intervalle. Merci Julien pour cet excellent résumé que tu as tenu dans les temps. Je vous propose maintenant que nous parlons un peu de la dernière enquête de la AVE. Les résultats des questionnaires de l'AVE qui a eu lieu l'année dernière et les premiers résultats ont été publiés en décembre dernier. Hamza, je te laisse la parole. Merci Bettina, bonjour à tous. Avant de vous donner peut-être les premiers chiffres et les résultats du CBA, laissez-moi vous expliquer comment les participants ont été sélectionnés et comment les résultats nationaux ont été pris en compte finalement. Chaque BCN a défini une liste de volontaires parmi les établissements de crédit, les associations et les prestataires de services. Ensuite, une règle nationale de calcul des statistiques a été appliquée. Pour ce faire, la BCN a été chargée de définir la manière dont elle prenait en compte les réponses des répondants. Il y avait deux méthodes globalement, hein, soit chaque participant avait le même poids, et c'est l'exemple du Luxembourg et de l'Espagne, soit les réponses étaient pondérées par le total actif, et c'est le cas par exemple de la France, l'Allemagne et la Belgique. Au final, la BCE a procédé à une moyenne simple de l'ensemble des pays de l'Union. L'Union, pardon. Avec cette méthodologie, plus de 50% du secteur bancaire de l'UE, qui détient au final 76% du total des actifs, a été représenté par 275 répondants. On peut considérer que c'est un bon taux de participation quand on sait qu'il y a aux alentours de 4 800 établissements de crédit en Europe. Ok, je vois. Donc, pour résumer, une bonne représentation, une bonne participation à l'enquête. Est-ce que tu pourrais nous dire ou nous faire part des principales conclusions de cette enquête? Oui, bien sûr, hein, et nous nous sommes demandé avec Julien, surtout ce qui a retenu le plus notre attention, et nous avons plutôt décidé de nous concentrer sur les scénarios de base, hein, les baselines de la BCE. Quels sont les principaux domaines fonctionnels impactés par IREF et quelles sont les attentes et les principaux drivers pour l'industrie bancaire? Tout d'abord, concernant les prêts aux personnes morales. Un petit rappel, le scénario de base consiste à collecter les contrats à un niveau granulaire pour les personnes morales, pour les entreprises, hein, sans appliquer de seuil, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur un crédit, un seuil de 25 de 25 €, pardon, 25 000 €, pardon, et sans aucune agrégation. Ce scénario est considéré par une majorité de participants comme la meilleure option, et vous pouvez voir que plus de 68 hein, trouvent des avantages au moins modérés à très élevés. Bien que les participants considèrent, tout de même que les coûts de mise en œuvre, hein, pourront être importants, et pour un peu plus de 41 les coûts réguliers devraient être contenus.
Pour nous, ce scénario est le préféré car il nécessite pas de traitement complexe pour gérer le seuil et l'intégrité des données. À titre d'exemple, imaginez, que vous avez à déclarer une entité, hein, une entreprise, qui est supérieure au seuil aujourd'hui. Que se passe-t-il quand elle passe au-dessous, du seuil? Pourquoi déclarer moins de données puisque vous avez déjà, déclaré toutes les données, la période précédente? Les personnes qui travaillent sur un crédit en connaissent quelque chose, aujourd'hui. Maintenant le revers de la médaille de tout ça, parce que vous aurez, plus de données à déclarer, vous serez forcément confronté à plus de soucis de qualité de données, hein. Heu, on peut penser à de la complétude, à de la cohérence et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise et le montant de l'engagement. Sur la partie titres, d'un côté, nous avons les détentions, des titres non easy et de l'autre côté, l'activité de dépositaire et de conservation. On peut voir que les résultats sont plus modérés, mais indiquent quand même, qu'il y a des avantages, hein, et des bénéfices, puisqu'aux alentours de la moitié des participants trouvent quand même des avantages au moins modérés à très élevés, au scénario proposé. Pour l'un que pour l'autre, les scénarios de base consistent à collecter, des données au niveau granulaire, hein, toujours et cette fois-ci, titre par titre. En ce qui concerne, les activités de conservation, les données, seront tout de même agrégées, par secteur institutionnel, pour les particuliers, pour les ménages, de telle sorte que la RGPD, ne devrait pas poser un souci. Comme vous pouvez le constater, pour l'un comme pour l'autre, les coûts de mise en œuvre et les coûts, réguliers sont considérés comme moins importants que pour les prêts, aux entreprises. De notre compréhension, le fait que certains pays, rapportent déjà des données au niveau, de type, granulaire, hein, c'est le cas de Protil en France, titre par titre, au Luxembourg, Security Holdings Statistics, SHS en Belgique et en Allemagne et surtout que les grands groupes, les grands établissements soumettent déjà à SHS, Group a sûrement eu un impact, positif sur ces résultats. Par contre, il faut rester prudent, des données supplémentaires seront quand même, nécessaires, sur la partie, financière, mais aussi des données signalétiques, sur les contreparties, corporate seront tout de même demandées. Ça reste quand même globalement positif à ce que j'entends. Cependant, avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous dire encore un peu plus sur les attentes du marché pour cette réforme? D'un point de vue général, IREF, devrait améliorer un peu, tous les domaines, hein, mais si nous examinons les principales attentes, on peut résumer IREF en un système de reporting, sans redondance, standardisé au niveau de l'UE et qui apportera, de la stabilité. En tout cas, il y a une grosse ambition, autour d'IREF. Les coûts les plus élevés concernant l'adaptation de l'infrastructure informatique, suivi de la gestion des données pour, plus de 58 Les coûts réguliers devraient être plus contenus, sauf pour, la gestion des données, hein, qui va être, le cœur du sujet. À mon sens, quelques raisons peuvent expliquer de telles attentes, hein. La granularité apporte de la stabilité, ou dit autrement, plus les données sont granulaires, moins vous aurez, d'exigences ou d'impact et nous avons eu, récemment de très bonnes illustrations, hein, durant, le ou la covid, hein. On a vu que les BCN ont utilisé les statistiques d'Anacredit, pour collecter les prêts, garantis par l'État, hein, c'est les PGE en France, par exemple. Plus récemment encore avec la guerre en Ukraine et le plan de résilience, européen, la Banque de France compte utiliser la modélisation Anacredit afin de collecter les données appropriées, d'ici fin septembre. Il est évident que la standardisation, hein, est un must-have pour atteindre de tels objectifs et en particulier pour les grands groupes ayant des succursales et filiales, dans différents pays européens. Un système sans redondance, pour finir, aura forcément un impact positif sur les coûts, hein, et peut également conduire à des avantages supplémentaires, tels que la disparition des contrôles croisés inter-reporting ou au sein d'un reporting. Merci pour ces explications. Donc, si on fait simple, globalement, la plupart des personnes sont d'accord pour passer au granulaire. Est-ce que tu as, ou vous, Julien et Ansal, des dernières conclusions à nous partager sur ces sujets?
je vais m'aventurer. Si on prend en compte les résultats d'une manière globale, hein, les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes. Les avantages l'emportent sur les coûts et vous pouvez le constater sur ce graphe. Même si tous les sujets n'ont pas eu l'adhésion ou la même adhésion de tous les répondants, 3 d'entre eux se détachent au final, hein. La collecte granulaire pour les prêts est dans une perspective plus modérée sur les titres. Pas de seuil à gérer pour les prêts, mais on peut extrapoler pour tous les types d'instruments dans le futur. Et à la fin, la fin du reporting, des reportings des succursales au niveau européen. Comme vous le savez, aujourd'hui, une succursale doit faire un rapport local au pays hôte. Cependant, quand on discute avec les participants des banques qui ont répondu à ce CBA, ils nous ont dit avoir eu quand même quelques difficultés à comprendre et à se projeter sur certaines questions. Ce qui a peut-être conduit à une surestimation en termes de coûts. Cette publication n'est pas la dernière, hein, puisque la BCE prévoit de donner un niveau de détail supplémentaire d'ici la fin de l'année. Donc pour nous, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, hein, pour avoir un peu plus de résultats et nous espérons qu'elle pourra donner plus d'explications, surtout sur les résultats par pays et sur d'autres questions posées dans le CBA, comme les prêts aux particuliers, les dérogations accordées aux petits établissements, les spécificités nationales et les autres domaines fonctionnels et métiers. Pour conclure, pour ma part, nous pensons que cet exercice a été un succès étant donné le contexte particulier, hein. Il a été entrepris dans une période critique de l'année entre novembre et mars-avril, où l'activité de reporting est très, très intense et surtout pendant la pandémie du Covid-19. Merci beaucoup, Hamza, pour ces conclusions. À noter que c'est une excellente initiative d'intégrer les prestataires dans ces enquêtes, dans la mesure où ils apportent leur expertise dans les domaines techniques. D'ailleurs, le monde change. Julien, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de quels sont les prochains défis technologiques que nous allons devoir relever? Oui, bien sûr, Bettina. Le monde est en perpétuel mouvement, comme la réglementation. Et c'est grâce à cela qu'un projet comme IREF, avec des volumes énormes et des défis de gestion de la donnée, est maintenant possible. Si nous nous étions parlé il y a 5 ans, les technologies dont nous allons parler bientôt en étaient à leur balbutiement et nous n'aurions pas les échanges du jour. Il faut savoir que Sopra Working Software, et c'est aussi le cas des acteurs IT chez nos grands clients, travaillent activement sur ces nouvelles technologies, et en particulier sur celle du big data d'une part et de la business intelligence d'autre part. Le big data, pourquoi? Parce qu'il va apporter une nouvelle façon d'effectuer des traitements, non seulement avec la possibilité de traiter d'énormes volumes, mais aussi avec des coûts contenus. MongoDB, Spark, Kafka Streams, Helm, Kubernetes sont des technologies parmi d'autres dans lesquelles il est pertinent d'investir pour construire des solutions futures qui permettront demain de gérer plus efficacement des rapports granulaires comme IREF, mais aussi d'autres exigences qui vont venir se greffer, comme celles qui sont liées notamment à ESG. Par ailleurs, dans ce contexte, les outils de data visualisation et pourquoi pas de business intelligence viendront compléter le tableau. En effet, avec autant de données dans le domaine du reporting, il faut visualiser, analyser et peut-être demain aurons-nous besoin d'une assistance intelligente avec du machine learning, y compris de l'intelligence artificielle. Qlik, Metabase, Power BI, Tableau, Looker pour n'en citer quelques-uns, sont autant de logiciels qui s'inscrivent dans cette démarche. Et il est évident que la mise en œuvre de telles technologies bouleverse le monde de l'informatique, en particulier en ce qui concerne le secteur bancaire, ce qu'il faudra des compétences, former des personnes, gérer des nouvelles plateformes techniques, etc. Pour cette raison, le passage au cloud semble inévitable, qu'il s'agisse de cloud privé autogéré par les entreprises ou d'offres SaaS offertes par des spécialistes. Et tout cela va conduire à nouveau à la réglementation, puisque vous n'êtes pas sans savoir et connaître le RGPD. Et d'ici la fin de l'année, également, il est prévu une loi sur la résilience opérationnelle numérique appelée DORA, qui devrait entrer en vigueur et va pas mal mobiliser les providers de solutions cloud.
Merci beaucoup pour cette interlude sur la partie technique. En t'écoutant, j'ai l'impression que nous pourrions parler de ça pendant des heures. Avant de conclure ce webinaire, je crois que nous aimerions entendre quelques derniers mots de nos experts. Julien, qu'est-ce que tu veux nous dire pour terminer? Oui, en fin de compte, que faut-il garder à l'esprit? Le passage au granulaire est évident et limpide, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite technologique. En ce qui concerne l'objectif, tous les acteurs s'accordent à dire qu'il y aura des opportunités pour alléger le fardeau réglementaire, que ce soit les autorités ou les banques commerciales, et quelle que soit leur taille ou leur activité. Ainsi, si on fait abstraction des considérations de reporting avec l'ensemble des processus, les questions d'organisation, les coûts, etc., la collecte des données granulaires sera bénéfique pour toutes les parties prenantes. Pour les autorités, elle permettra de piloter l'activité financière et économique européenne au niveau le plus fin. Et pour les banques, c'est de la standardisation par l'angle de la réglementation à un niveau granulaire et pourquoi pas l'accès à une base de données européenne pourrait être considéré comme un levier pour atténuer non seulement les risques, mais également être vecteur d'opportunités commerciales. Avec cela, la question ne sera plus que dois-je collecter et comment, mais quels seront les meilleurs modèles que je devrais mettre en place pour utiliser les données. Et apporter le tout et contribuer à une économie plus équitable, saine et verte. Merci beaucoup pour ces dernières paroles. Du coup, si je dois retenir une seule chose pour le futur, c'est quels sont les meilleurs modèles pour exploiter les données. Nous continuerons à plonger dans ce sujet lors de notre prochain événement, les Summits, à la mi-octobre. Je vous invite tout de suite à réserver vos chaises et vu que nous allons bientôt envoyer les invitations, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés. Nous devons nous arrêter. Non, en fait, merci beaucoup à tous pour être venus à cet webinaire. On était ravis de vous savoir. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour voir le replay des autres webinaires ou de celle-ci, ou si vous avez n'importe quelle question. À très vite. Au revoir.